mais je pense et je suis intimement convaincu que la connaissance est source de toute liberté. Qu'il a fallu que je parte de chez mes parents à l'âge de 16 ans, que les gens aujourd'hui ont besoin de se poser des questions et surtout ont besoin de trouver leurs propres réponses. Et c'est ce que la philosophie nous amène, c'est penser par soi-même, cette capacité de pouvoir se poser les bonnes questions, voir les choses de manière différente, faire travailler son esprit, travailler sa connaissance et surtout penser contre soi-même, c'est-à-dire être en contradiction avec soi. Et c'est parce qu'on meurt qu'on a la capacité de vivre. Si on vivait éternellement, ce serait catastrophique. Le suicide, c'est un acte optimiste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo donc pour ce podcast avec Chris. Donc j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. Merci tout d'abord d'être venu. C'est moi qui te remercie. Et puis je vais te laisser commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Justement, je vais essayer de t'interviewer puisque je trouve que tu proposes quelque chose de vraiment différent de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. En plus, je trouve que tu es un personnage qui est clivant, qui des fois va à contre-courant. Ça me plaît beaucoup. Donc je te laisse te présenter puis après je rebondirai sur ce que tu diras. Alors, c'est toujours difficile de me présenter parce que je fais plein de trucs. Ok. Moi, je fais de la philosophie, beaucoup. D'accord. Donc, je laisse les gens. Alors, moi, est-ce que je me considère comme philosophe ou pas? C'est compliqué de pouvoir le dire parce que j'ai pas de parcours universitaire. Je me considère comme philosophe comme étant atopos. Ok. Atopos, c'était le terme qu'utilisait Socrate lorsqu'il a été condamné. Et atopos signifie insituable, qui n'a pas de place. Et donc, moi, je suis dans cette optique de me dire, j'ai pas de place, alors je laisse les gens me mettre là où ils ont envie de me mettre. S'ils désirent que je sois philosophe, que je le sois. Si je fais autre chose, qu'ils le fassent, ça m'est complètement égal. Mais moi, ce que je fais, c'est de la philosophie. Je suis essayiste, donc j'écris des bouquins sur de la philosophie, notamment, des essais philosophiques, ou sur différents sujets qui sont dans l'air du temps ou contre, mais le but c'est de l'amener de manière accessible pour tout le monde. J'écris, voilà, ce que je fais au quotidien c'est vraiment l'écriture. En plus de ça, j'ai une société avec ma compagne où elle aide les entrepreneurs vraiment à se développer. Donc des fois j'interviens avec elle pour lui donner des coups de main sur les réseaux sociaux, parce qu'on est quand même très présent sur les réseaux sociaux. Et le but c'est vraiment d'amener la philosophie, la littérature de manière accessible. Je travaille avec une maison d'édition qui s'appelle Très Daniel, avec laquelle je dirige une partie philo, toute une collection de philo, avec Mathias Leboeuf qui est docteur en philosophie. Et ensemble, on dirige plein de petits essais, de mouvements qu'on fait. Donc il y a une partie petits essais et une partie bouquin, gros bouquin, une fois par an. Un gros livre. Voilà. Je rebondis sur ce que tu disais quand tu disais je suis philosophe, mais comme j'ai pas un parcours universitaire, il y a certaines personnes qui peuvent pas accepter le fait que tu sois philosophe. En fait, être philosophe, c'est une question qui touche à la philosophie. Par exemple, le charcutier, on sait ce qu'il fait. Le charpentier, on sait ce qu'il fait. Le philosophe, il fait quoi? Oui, c'est ça qui est compliqué. On ne sait pas vraiment. Donc il faut un diplôme pour dire je suis philosophe. C'est que le sujet de la philosophie, quand on dit qu'est-ce que la philosophie, c'est une question philosophique. C'est-à-dire que les philosophes font un métier, un travail dont ils ne peuvent définir ce qu'est ce travail-là. Par exemple, chez Deleuze, la philosophie, ça va être créer des concepts. Chez Nietzsche, ça va être de la faire à coups de marteau. Tous les philosophes ont des... Pascal va s'en moquer, par exemple, de la philosophie. Il va se moquer de la philosophie. Donc en fait, tous les philosophes ont des définitions différentes de la philosophie. Et c'est ce qui fait justement que c'est très compliqué de définir déjà ce qu'est la philosophie. Alors, si on a du mal à définir ce qu'est la philosophie, comment définir ce qu'est un philosophe? Est-ce qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui a des diplômes? Socrate n'a jamais eu de diplôme, il n'a pas lu Nietzsche parce qu'il n'était pas né. Donc, est-ce que ça fait lui moins un philosophe qu'un autre? Non. Est-ce qu'un philosophe, c'est celui qui fait de la philosophie? Encore faut-il savoir ce qu'il fait. Donc, voilà, c'est un terme qui est très compliqué. C'est pour ça que moi, je préfère laisser les gens choisir et ne pas vraiment me dire… voilà. En général, c'est vrai qu'il y a quand même un parcours universitaire. Pour les Grecs, l'éducation, c'est quelque chose d'important. Et il fallait former les hommes. Et donc, je pense que le milieu universitaire permet d'avoir un cadre que moi, je n'ai pas eu la chance de suivre parce que j'ai eu un parcours qui était complètement différent et que je n'ai pas eu cette possibilité-là. Si je l'avais eu, je l'aurais sûrement fait. Aujourd'hui, je me vois mal me relancer dans un bac et honnêtement, ça m'est égal un petit peu. Est-ce que le fait que, parce que j'imagine que tu t'es quand même un minimum formé ou informé, est-ce que le fait que tu te formes par toi-même et non en suivant un parcours universitaire fait de toi, je dirais, un non-philosophe ou pas? Parce que dans tous les cas, à partir du moment où toi-même tu t'informes et que tu prends la décision, c'est peut-être même encore plus fort que si on te l'avait imposé. Tu sais, est-ce qu'Émile Zola est moins écrivain qu'un écrivain comme, je sais pas moi, comme un écrivain qu'on peut trouver aujourd'hui, comme
un Balzac ou autre. Est-ce qu'il l'est moins? Non, il n'a pas eu de bac, Émile Zola, il n'a pas le Ouais. bac. Est-ce que ça fait de lui un moins bon écrivain ou un moins écrivain Ouais. qu'un autre? Pourtant, on l'étudie aujourd'hui à l'école. Ok. Donc, on voit qu'il a eu un parcours qui a été différent. Il y a eu beaucoup d'autodidactes aussi chez les philosophes, notamment un, j'ai complètement perdu son nom, mais qui travaillait, qui Nietzsche a été énormément inspiré par cette personne-là. Il y a eu beaucoup d'auteurs. Saint-Exupéry, c'est un cancre, un Ok. grand cancre. Céline, bon, pour d'autres problèmes et Ouais. d'autres situations, n'a pas non plus fait de longues études. Ok. Enfin, Kafka travaillait dans une assurance Ouais. avant d'être écrivain. Donc en fait, ce ne sont pas tous des gens qui ont suivi des parcours universitaires qui étaient prédéfinis, préadaptés pour eux, Ok. et qu'ils ont fait des switches, des échanges, ou qu'ils ont D'accord, voulu ok. le vivre de manière différente. Donc je pense que ça ne fait pas tout. Ok. Ça aide parce que ça permet d'avoir un cadre, d'avoir de bonnes bases, ce qui fait que moi j'ai eu beaucoup pendant longtemps des lacunes sur toutes les bases en philosophie, Ok. parce qu'en fait je me suis toujours intéressé de ce que j'aimais profondément, mais c'est aussi intéressant de savoir le reste. Ok. C'est-à-dire que Ce avec quoi tu n'es pas forcément d'accord. exactement, pas Ok. forcément d'accord, mais disons, je ne vais pas forcément intéresser parce que ça ne me passionne pas trop. La D'accord. philosophie politique, c'est pas forcément un truc qui me passionne. Ouais. Il y a des auteurs qui m'ennuient profondément, comme Kant par exemple. Il y a Ok. des trucs qui sont Ouais. très intéressants, que j'aime beaucoup, mais je me verrais mal étudier Kant pendant des années. Ok. Ouais. Mais il faut connaître Kant, il faut D'accord. connaître Hegel, il y a plein de philosophes qu'il faut connaître, mais que tu n'as pas forcément envie d'étudier. Ok. Et je pense que le cadre universitaire te permet d'avoir ça. Mais que par contre, bon, après moi j'ai un peu triché parce que je travaille avec des professeurs aux universités, des docteurs en philo. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide, beaucoup de direction. Je suis quelqu'un de très passionné, Ok. profondément passionné. Ce qui fait que en plus j'ai mes névroses, donc je suis un peu obsessionnel. Ok. Et donc du coup, je peux vite rentrer dans une suraccumulation et vraiment aller jusqu'au D'accord, bout ok. du truc, quoi. Ok. Pourquoi, pourquoi la philosophie? Justement, si c'est pas par un parcours universitaire, comment un jeune, puisque je pense que tu es, on va dire, tombé dedans quand tu es jeune aujourd'hui, mais encore plus jeune, comment un jeune aujourd'hui, sans par son université, va tomber dans la philosophie? De mon entourage, aujourd'hui, tu es le seul que je connais comme ça, et justement, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours, ton enfance, et comment tu en es arrivé justement à t'intéresser à ce sujet-là, à la philosophie? Alors, de la philo. Alors, ça a été par plusieurs étapes. Moi, j'ai eu une enfance assez compliquée. Je suis parti de chez mes parents à l'âge de 16 ans. D'accord. Donc, j'étais vraiment. L'école ne me convenait pas, j'étais vraiment Ok. en dehors du système. J'avais déjà un esprit qui fonctionnait un peu différemment dans le sens où, lorsque j'étais à l'école et que par exemple mon prof d'histoire venait et me disait, me raconter l'histoire Ouais. de Napoléon, je disais, mais comment tu peux le savoir sachant que tu n'y étais pas? D'accord, ok. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ce que tu me dis? Et donc, j'étais toujours en confrontation avec les gens, ce qui fait que vu que j'étais en confrontation avec mon père à la maison, il fallait que j'ai un peu une quête identitaire où je me mette en confrontation avec tout le monde. Ok. En contradiction un peu? Ouais, Ok. confrontation, contradiction, j'étais assez révolté voilà, contre tout ça. Donc il a fallu que je parte de chez mes parents à l'âge de 16 ans. J'ai vraiment été tout seul, je me suis vraiment débrouillé tout seul pendant quelques années. D'accord. J'ai accumulé les petits boulots, mais j'étais quelqu'un de... J'étais pas forcément une bonne personne, j'étais vraiment dans la rébellion, D'accord. dans l'agression, dans la violence, Ok. le besoin. J'avais tellement De été contredire, un peu, ouais. voilà, un peu Ouais. dénigré dans ma famille avec mon père que du coup, il fallait que j'ai fait ma petite crise d'ado, quoi, mais Ok. qui était quand même assez extrême. Hein. J'ai eu D'accord. des moments qui étaient bien compliqués. Et à la suite d'un décès, D'accord. je fais une grosse dépression, presque Ok. état clinique, donc c'était vraiment assez hard pendant Ok. presque un an, entre 6 mois et un an. Donc là, accompagnement, tout ça, ça a été très 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 difficile. Ok. Là, bon, il y a eu le décès de mon grand-père qui a vraiment C'était été dur. l'élément déclencheur parce que moi, du côté de ma mère, ce sont des malgaches. D'accord. Donc c'est très 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 famille, très soudée. Ok. Et là, mon grand-père, on a grandi avec lui, élevé. Et puis moi, c'est surtout que j'avais des dernières paroles qui étaient très difficiles envers lui. On s'était beaucoup insulté, il avait une très mauvaise opinion de moi. Et tu sais, quand tu perds quelqu'un qui t'est très cher Ouais. et que la fin, ça a été difficile, tu t'en veux, tu es très coupable. En fait, pour moi, c'était de ma faute s'il était mort et du coup, je me le faisais payer. Et je me mettais tout le temps en situation qui allait énormément me faire souffrir, tu vois, D'accord. Ok. pour me le faire payer. Ouais, je comprends. Voilà. Et donc, et du côté de mon père, beaucoup plus sérieux, c'est des Strict. immigrés italiens de D'accord. base. C'est des gens qui sont beaucoup plus carrés. Voilà, j'ai mon père qui est docteur, qui sont vraiment, c'est des campagnards à la D'accord, base, voilà, ok. qui étaient à Sarlat, à côté de Sarlat. Donc c'est vraiment des gens qui sont, voilà. Et donc, grosse dépression, pas bien. Et j'ai un ami à moi qui est dans la spiritualité.
qui me fait découvrir la spiritualité. D'accord. La spiritualité, pour moi, le moyen de mettre du sens à ma vie, de comprendre. Vraiment Quand tu dis spiritualité, c'est quoi? Le fait de méditer, le fait de… Ouais, c'était le fait d'entretenir des croyances un peu métaphysiques. D'un univers qui interagit avec nous. Moi, j'ai été plongé beaucoup dedans il y a quelques années de ça. Ben voilà, ça remonte il y a 7 ans à peu près. Énormément plongé là-dedans pendant longtemps. Moi, j'ai été découvrir des cultures, voyager à l'étranger, m'imprégner de différentes cultures pour vraiment découvrir cette spiritualité. Et puis, donc ça m'a permis de mettre du sens, ça m'a beaucoup aidé. Sauf que plus le temps passait, plus ça devenait dogmatique, plus ça m'enfermait, plus je me… Tu t'enfermais sur toi-même? Ouais, c'est pas que je m'enfermais sur moi-même, mais tout était une question de destin, d'univers. Par exemple, il y avait beaucoup d'idées de s'il m'arrive ça, c'est parce que j'ai fait ça auparavant. Karma, tout ça. Ouais, parce que tu penses ça, du coup tu as attiré ça dans ta vie, et peut-être que tu as eu ça, donc tu as attiré ça, t'es une mauvaise personne, donc tu attires ça. Tu vois, en fait, ça c'est devenu super destructeur. Et la philosophie me permet d'enlever le sens. La spiritualité m'a permis de trouver du sens, et la philosophie m'a dit, t'en as pas besoin. Voilà. Et donc, moi, je suis tombé nez à nez avec un livre qui a été écrit par Marc Aurèle, qui s'appelle Les Pensées pour moi-même, qui était l'un des plus grands philosophes empereurs stoïciens. Et Marc Aurèle a été ma première lecture de philosophie. Alors, c'est une lecture d'un homme qui a vécu énormément d'épreuves. C'est un empereur qui faisait partie des 5 bons empereurs romains, qui a écrit ses pensées, qui est un magnifique ouvrage. Vraiment, j'invite tout le monde à lire. C'est très accessible, c'est bien écrit. C'est ce mec qui en fait… a des pensées, il les écrit. À la base, c'était pas fait pour être publié, ça a été publié pour par lui. la suite. Voilà, c'était vraiment pour lui. C'est vraiment un exercice stoïcien qui provenait de la philosophie stoïcienne. Lui-même était un grand disciple, pas vraiment disciple directement parlant, mais indirectement de Épictète, ce qui faisait qu'il avait tous ces enseignements stoïciens qui permettaient d'avoir un rythme de vie. Et moi, il y a eu une découverte avec les stoïciens qui a été pour moi comme une évidence, alors que les stoïciens ont quand même une forme de croyance spirituelle qu'eux appellent le logos. C'est une forme c'est la raison universelle, à laquelle il faut vivre en harmonie avec le logos, avec la raison universelle, qui est un concept, un dieu, un concept métaphysique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me rapproche de ça. C'est toujours en lien avec la spiritualité, donc ça me fait défaut, mais pas tant. Mais plus le temps passe, plus je trouve vraiment un plaisir intense dans la philosophie. J'ai l'impression que je rencontre des auteurs, alors quand c'est pas des rencontres directes, mais des rencontres à travers des lectures, d'auteurs qui en fait disent ce que j'ai toujours pensé, et je retrouve cet esprit un peu en effervescence, où je me posais des questions, tout ça. Et puis plus le temps passe, et plus je tombe sur des auteurs comme Nietzsche, comme Camus, comme Dostoïevski. Et là, on arrive dans quelqu'un qui va te dire Dieu est mort, Dieu reste mort, c'est nous qui l'avons tué. Donc, tu vois, on est sur un autre régime qui n'est pas du tout métaphysique, mais qui, moi, m'a justement énormément aidé. Énormément aidé. Et en fait, c'était évident. C'était évident que depuis le début, je vivais dans une illusion. Pour moi. Et donc j'ai fait le chemin retour. C'est drôle parce que dans la spiritualité, on dit généralement, tu sais, c'est une boîte de Pandore. Quand tu l'ouvres, tu n'en reviens pas. Alors, moi j'ai fermé et j'ai dit non, je préfère aller avec Camus. Justement, qu'est-ce qu'aujourd'hui t'opposerait entre la spiritualité et la philosophie? Parce que la spiritualité, de mon point de vue, c'est très bien. Je pense que c'est un petit peu une nouvelle mode qu'on voit beaucoup de personnes. Ça devient presque une nouvelle religion, entre guillemets. Et on en parlait tout à l'heure en off. Qu'est-ce que tu opposerais à la spiritualité et à la philosophie, justement? Pourquoi tu es d'un côté et pourquoi tu es retourné, on va dire, vers la philosophie? En fait, la grande complexité, c'est déjà de savoir ce qu'est la spiritualité. Parce qu'on a tous des définitions différentes de la spiritualité. Donc, si la spiritualité, c'est vivre en harmonie avec soi-même, avec le monde, entretenir ses propres croyances, être quelqu'un, tu sais, qui est en bonne relation avec le monde, qui est bien, qui vit son épanouissement personnel, ben, à ce moment-là, pas de problème, moi, je suis spirituel. Tu vois. Si la spiritualité, c'est dogmatique, à partir du moment où il y a des dogmes qui rentrent en place, c'est-à-dire, par exemple, la loi d'attraction. Il faut que tu penses positif pour attirer positif. Les flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est des relations de couple entre âmes. Tu vois, c'est des relations d'âme. Quand on te dit le taux vibratoire, donc ça veut dire qu'il faut que tu vibres différemment. Tout ça, ça rentre dans des dogmes. Comment un être humain peut vibrer différemment alors du coup? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas la réponse. Physiquement parlant, comment on fait pour vibrer différemment? Non, on vibre pas différemment parlant. C'est une théorie qui provient de la physique quantique qu'on appelle la théorie des cordes, qui arriverait à lier la physique quantique, le microscopique en fait, au grand,
qui n'est pas du tout prouvée aujourd'hui, mais c'est une théorie qui peut avancer, qui permet d'avoir des visions, mais qui n'est pas une réalité, qui n'est pas un fait, qui est pour l'instant en train d'être étudié, qui n'est pas du tout approuvé encore par la science, ni par la physique quantique. Et je pense honnêtement qu'il y a beaucoup d'amalgame par rapport à ça. La vibration, même l'énergie, ce sont des termes qui sont utilisés en physique, qui sont bien différents que les termes spirituels utilisés. Voilà, les termes spirituels. Je pense que c'est surtout des métaphores. Quand on dit une énergie, c'est aussi beaucoup de métaphores. Je sais que là, je vais me faire beaucoup critiquer quand je dis ça. Mais je vais rebondir dessus justement. Pour toi, c'est quoi une énergie en spiritualité, par exemple? Par exemple, tu vois, on rigole ensemble, c'est un bon feeling, il y a une bonne énergie. Par exemple, il y a une bonne énergie entre nous. Ou alors quand tu arrives dans un lieu, tu vas bien sentir le lieu, tu vas dire je me sens bien ici, le lieu est bien. Il y a une bonne énergie. On peut dire il y a une bonne énergie, c'est bien. Tu vois, là, ça serait plutôt en termes de métaphorique, c'est-à-dire je me sens bien, je ne sais pas pourquoi, mais je suis à l'aise dans cet endroit-là, où je connecte bien avec une personne, donc du coup il y a une bonne énergie, tout ça. Donc je pense que c'est plus dans cet univers-là qu'il faut amener l'idée de l'énergie. Mais c'est pas quelque chose d'invisible qui se passe entre nous, où il y a une connexion spirituelle, pas forcément. Non, d'accord, Pas forcément. Simplement ce que renvoie l'autre, ce que renvoie une personne, par son sourire, par son bien-être, va ce qu'on appelle créer une énergie positive, en gros. Ouais, en quelque sorte. Mais disons que c'est une métaphore, et puis les gens, si ça leur fait du bien, et que voilà, il n'y a pas de truc, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi ça fait pas partie de mes croyances, disons. Moi ça fait partie de mes croyances. Je ne crois pas en ça. Et en fait, ça m'est égal d'y croire ou de ne pas y croire, parce que moi, ça ne dicte pas ma vie. D'accord, ok. C'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que je l'ai expérimenté dans tous les sens. J'ai fait tout type de cérémonies chamaniques, j'ai tout testé. Donc je connais quand même très très bien ce monde spirituel, et lorsqu'on se rapproche de la science, de la vraie science, avec la physique quantique, de la vraie physique quantique, pas des pseudo-coachs quantiques, tout ça, non, de la vraie physique quantique, parce qu'aujourd'hui quantique tu le mets à toutes les sauces. Tu mets le mot quantique et c'est très bien. Coach quantique, barbecue tout en quantique. Coach chaman, machin. T'as tout en quantique. Non, la physique quantique, c'est quelque chose de très compliqué. Les physiciens ont du mal à la comprendre eux-mêmes. Il y a des hommes qui ont fait des recherches incroyables, comme Alain Aspect récemment, qui a eu le prix Nobel de physique, qui ont fait des découvertes incroyables sur l'intrication quantique. On calcule ça, en termes de photons. C'est pas du tout la même chose que notre monde à nous. C'est un monde dans un monde, la physique quantique. Je ne suis pas spécialiste en physique quantique, et quand même je le serais, je ne serais pas capable d'en parler concrètement parlant, parce que c'est très compliqué d'en parler. C'est une science qui est à part. Et je pense qu'il faut respecter ça, et qu'on ne peut pas toujours tout adapter en termes de croyances. Tout n'est pas un signe de l'univers. En fait, ça touche plutôt aux croyances. C'est-à-dire que si on croit en Dieu, tout devient un signe de Dieu. Si on n'y croit pas, tout ne l'est pas. Et donc je pense que ça dépend des convictions que nous on a. Moi, c'est pas celle que j'entretiens personnellement. Mais après, moi, j'aime pas qu'on me l'impose. C'est surtout ça. C'est-à-dire que si une personne est spirituelle, qu'elle croit en ce qu'elle veut, qu'elle se fasse plaisir, à partir du moment où moi, elle vient pas me voir pour me dire ça, c'est une énergie, ça, c'est un truc, ça, c'est un signe, une synchronie. Non. Crois ce que tu veux, mais laisse-moi croire ce que j'ai envie. Laisse-moi croire ce que je veux. On partage si tu veux, c'est cool. Mais je ne croirais pas. Je suis ouvert. Je suis toujours très ouvert, par contre. Je suis toujours très ouvert à douter. C'est-à-dire que je me dis, c'est quand même possible, peut-être. Ça peut être intéressant, tout ça. Mais c'est lorsqu'on est vraiment dans l'imposition que là, moi, je me ferme et je me dis, non, ça, c'est. Quand il y a quelqu'un qui veut trop me convertir à sa croyance, là, généralement, je me mets un pas de retour et je dis. Tu sais, Nietzsche disait, c'est pas la certitude, c'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que plus je suis dans une certitude, plus je suis fou. En gros, c'est vrai que l'imposition, c'est un truc que moi je supporte pas. Et voilà, c'est vrai que on le sait que s'enfermer dans une certitude, c'est nous couper de tout. Et qu'en vrai, les plus grands crimes qu'on a eu dans l'humanité sont des crimes de certitude. Ce sont vraiment de certitude. C'est parce que je suis sûr et jamais capable de me remettre en doute que je deviens fou de cette certitude. Comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu exactement, c'est un super bel exemple. Mais tu vois, même quand on rencontre des gens, même avec ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, il y a aussi le facteur religion qui rentre en jeu, c'est une imposition, il y a tout un facteur, il y a un autre facteur qui est politique aussi, on n'est pas là pour parler de ça, mais la certitude d'une chose, c'est être esclave de cette pensée et du mouvement. Exactement, en fait je suis esclave d'une illusion en quelque sorte, parce que je vais me fixer là-dessus, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est vrai. Alors que très paradoxalement, c'est souvent celui qui dit qu'il est ignorant, qui en sait plus que celui qui pense qu'il sait.
Ok, d'accord. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est très socratique. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, c'est Socrate. D'accord, ok. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors c'est paradoxal parce qu'il Ouais. le sait. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que de rentrer dans cette optique et de ce qu'il disait aussi, c'est ça, c'est la débilité en fait. Hein, c'est D'accord, ok. d'accepter notre débilité de temps en temps, l'intelligence et de temps en temps se dire qu'on est vraiment bête, quoi. Ok, Et c'est d'accord. cette capacité de toujours se couper de nos certitudes qui fait que justement on a un autre regard sur le monde. Ok, d'accord. Tu disais une phrase qui était super intéressante. Euh, Tu m'arrêtes si je me trompe sur la formulation, mais en gros, plus j'apprends à me connaître, moins je suis heureux. Ouais, exactement. C'est une phrase que j'ai dit en interview il n'y a pas si longtemps. Qui est un petit peu au contre-courant, puisqu'en Voilà, général, on nous pousse, apprenez à vous connaître, passez du temps tout seul, c'est important, etc. Aimez-vous en premier lieu, mettez-vous en avant premièrement, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et il y a une autre phrase d'ailleurs qui est complètement à l'inverse, c'est l'imbécile heureux, Ouais, qui est utilisée ouais, depuis très longtemps depuis très longtemps. et qu'on comprend très bien. Est-ce que tu me parlais un petit peu de ces... Ces deux oppositions, est-ce que tu en penses Alors, moi je pense honnêtement que la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut D'accord. faire. C'est un acheminement qui est se connaître soi-même. C'est Ok. les Grecs, voilà, c'est un truc qui est important à faire, de rentrer dans la découverte de soi, d'aller s'introspecter, c'est un truc qui est intéressant. Ok. Mais il faut être prêt aussi. Je dis que la connaissance de soi, c'est Clément Rosset qui dit ça. La connaissance de soi, elle est inappétissante. D'accord. Inappétissante, pourquoi? Parce que parfois, ce qu'on découvre est à l'opposé de ce qu'on attend. D'accord. C'est-à-dire qu'on va s'introspecter pour aller découvrir des choses en nous, et ce qu'on découvre est horrible, et on aurait D'accord. mieux fait de ne pas le savoir. Ok. Et donc ce qui fait qu'à certains moments, eh bien, se connaître nous coupe du monde. Nous coupe du monde, nous coupe des choses, D'accord. nous coupe de nos relations, nous coupe de notre estime, en quelque sorte. D'accord. Ben parce que l'idée qu'on va avoir de nous va être intimement reliée à ce qu'on va découvrir aussi. Clairement. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis que la connaissance de soi peut nous amener à ne pas être heureux, D'accord. peut nous Ok. couper du bonheur. Mais en même temps, si le bonheur est un objectif, encore faut-il savoir le définir. Donc, Ok. il y a tout ce rapport-là. La connaissance, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ok. Moi, je le mets sur un pédestal dans ma vie, c'est de toujours être dans l'ouverture à l'apprentissage. D'accord. Donc ça, c'est pour moi un facteur qui est déterminant, qu'on soit entrepreneur ou qu'on ne le soit pas, Ok. de toujours être dans une dynamique de vouloir apprendre, de vouloir découvrir, sans être sûr qu'on sait. Ça, c'est Ok. vraiment quelque chose qui est important, qui aide énormément. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, le grand problème avec la connaissance de soi, c'est qu'elle nous coupe des autres. Ok. Et elle peut nous couper des autres. C'est-à-dire comment, dans le fond, une personne peut apprendre à se connaître plus quand on dit il faut que tu apprennes à te connaître. Dans Oui, mais quelles c'est connaître quoi? circonstances c'est connaître quoi et surtout comment, qu'est-ce que tu dois faire pour apprendre à te connaître, par exemple Après, il y a un truc très individualiste qui dit qu'il faut d'abord se connaître soi-même Avant, avant. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer. D'accord. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas aimer. Si tu n'as pas guéri, alors ça j'adore, si tu Ouais. n'as pas guéri tes blessures, tu ne peux pas avoir une relation qui est saine. C'est bien plus compliqué que ça. Ok. Quelles blessures qui proviennent d'où, de quoi, quelle connaissance, de Ouais. qui, tu vois? Et en fait, je suis qui moi? Mais surtout comment apprendre à se connaître tout seul. Dans le fond, de mon point de vue, hein, on se connaît par rapport face à une personne, à une relation qu'on va avoir avec une personne, c'est là où on va découvrir peut-être des attraits de soi, face à une expérience ou à une circonstance, une Bien expérience sûr. professionnelle, etc. Mais ça, c'est évident, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que si on n'a pas une conscience en face de nous, on n'est pas confronté à nous-mêmes. Bah, sinon, C'est parce comment on qu'il y fait a ouais. C'est ça, l'autre est un peu notre prolongement. D'accord. Rimbaud disait je est un autre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, je peux être un autre dans le sens où l'autre est la prolongation de ce que je suis. Si je ne suis pas confronté à une autre conscience, je ne pose pas des questions. D'accord. Mettons que je sois né sur une île Ok. déserte, sans parents, sans rien, la Providence, sans parents, sans Ouais. rien, une île. J'ai grandi toute ma vie sur une île. Est-ce que je vais me poser, en n'ayant jamais dans ma vie été confronté à qui que ce soit, J'aime me connaître. est-ce que je vais me poser la question de je suis dépendant affectif, Ouais. par exemple? Bah non, je vais jamais me poser cette Ouais, question-là. c'est clair. C'est parce que je suis confronté à une altérité que je peux me poser cette question-là et que je peux en arriver à avoir une forme de réflexion là-dessus. Donc se couper du monde, c'est se couper en quelque sorte de la rencontre qu'on peut faire avec soi-même et avec l'autre lorsqu'on vit différents types de situations. D'accord, ok. Rencontrer l'autre et ne pas se croiser. Je dis souvent, énormément de gens se croisent, mais très peu de gens se rencontrent véritablement. Ouais. Et je pense que lorsqu'on rencontre quelqu'un,
On se rencontre aussi soi-même dans l'autre, ce qui fait que justement, il y a ce lien, cette altérité qui se fait, qui crée une relation entre ce qu'on peut découvrir sur soi, ce qu'on peut découvrir dans l'autre, et qui peut nous remettre en question sur ce qu'on est. Et c'est ça le beau chemin entre les deux, c'est qu'on ne se connaît pas, mais en même temps, ce que tu vas me dire, tu vas m'apprendre des choses sur moi, sans parler de moi, en parlant de toi. Et moi, en parlant de moi, je vais t'apprendre des choses sur toi. Et donc, c'est ce lien invisible qui se passe entre les deux qui fait que justement, c'est parce que je suis avec le monde et qu'il ne faut pas que je me coupe du monde que je peux justement vivre de manière à me poser plus de questions, à découvrir des choses. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu penses du développement personnel entre, pareil, un petit peu le parallèle, ou pas le parallèle, où tu utilisais un autre mot tout à l'heure que tu vas peut-être réutiliser, développement personnel et la philosophie. Tu as utilisé tout à l'heure le mot de, c'est pas un parallèle, il y a un creux. Oui, il y a un creux. Il y a un creux. Qu'est-ce que ce creux, c'est quoi pour toi, justement? Le développement personnel et la philosophie sont deux pratiques qui sont complètement différentes. D'accord. Quand même, elles peuvent se rejoindre. Ok. Pourquoi? Parce que si je prends le développement personnel dans sa racine de ce qu'est le développement personnel, c'est je me développe personnellement. Ok. À partir de là, tout va bien. Oui. C'est très philosophique. C'est j'ai envie de me développer personnellement pour vivre une vie bonne, comme disaient les Grecs. Et à ce moment-là, je travaille sur certains points. Sur certains points. D'accord. Je pars à la découverte de moi-même. Pas de souci. Ensuite, la philosophie, dans son étymologie, c'est l'amour de la sagesse. D'accord. Et je pense qu'elle est plus sagesse de l'amour que amour de la sagesse. C'est-à-dire que je pense que la philosophie, c'est avant tout réfléchir un peu à contre-courant des choses. C'est penser par soi-même, penser contre soi-même. C'est la philosophie, elle nous renseigne sur nous-mêmes. D'accord. Ok. Elle nous renseigne sur nous-mêmes, la philosophie. Ok. Le développement personnel, il va nous expliquer comment on fait quelque chose. C'est-à-dire que, alors je ne parle pas du développement personnel comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne va pas dans ta vie, lève-toi à 5 h du matin, va faire du sport. Entretiens une routine de vie, les douches froides, les machins. Ça peut être très bénéfique en fonction de comment c'est fait. Je ne dis pas du tout. Mais je dis juste que le développement personnel t'invite à aller trouver des clés. Mais c'est des clés qui ouvrent toutes les portes et c'est des secrets qui sont dits à tout le monde. Donc en réalité, des clés qui ouvrent toutes les portes, des secrets pour tout le monde, on le sait. Oui, clairement. Et puis il y a un business derrière tout ça, mais bon, ça c'est pas un problème. Chacun fait ce qu'il veut, si tu veux. Si ça peut aider des gens, moi je critique pas parce que ça peut aider énormément de gens le développement personnel. D'accord. La philosophie va chercher pourquoi. Ok. La philosophie elle va plus se poser la question sur pourquoi cette chose est là, plutôt que comment est-ce que tu peux aller mieux. Tu vois? Et donc du coup c'est pas le même acheminement, c'est pas la même réflexion. Surtout que la philosophie, elle ne se base pas uniquement sur un rapport subjectif personnel, elle se ramène aussi très intimement à un rapport le plus objectif possible. C'est-à-dire se ramener aussi à toi en tant qu'être humain, dans cette situation-là, comment tu pourrais agir, qu'est-ce que tu penses de la liberté toi, quelle est ta propre idée, mais aussi en tant qu'humain, qu'est-ce qui pourrait correspondre à une cité en quelque sorte, tu vois? Qu'est-ce qui pourrait correspondre à tout le monde? Donc la réflexion, elle n'est pas uniquement axée sur soi. Le développement personnel nous ramène beaucoup sur soi. On parle de soi, on parle de son chemin, et à la fin on dit « croyez en vos rêves ». Récemment, j'ai fait une conférence, je voyais, ils se passaient tous les uns après les autres. Ah, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, croyez en vos rêves. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça, croyez en vos rêves. Ok. Et une personne qui est en maladie neurodégénérative, qui sait que demain sera toujours pire qu'hier, comment elle croit en ses rêves? Peut-être que ses rêves sont en fait que des cauchemars quotidiens. Donc elle sait que demain sera toujours pire qu'hier. Donc comment tu fais quand c'est comme ça? Tu crois en tes rêves quand c'est comme ça? Et à un moment donné, il faut revenir dans le monde. Et le monde ne correspond pas toujours, pour ne pas dire jamais, à nos désirs. Et le pire, c'est que lorsqu'il y convient, lorsqu'il ressemble à nos désirs, on lui reproche presque qu'il ressemble à nos désirs. Donc dans tous les cas, ça ne va pas. Et le développement personnel, c'est ça, c'est des injonctions qui peuvent vite rentrer et qui ne s'appliquent pas à tout le monde. D'accord. Et des gens qui ont des prédispositions de par le contexte politique, culturel, sociétal, enfin, il y a différents contextes qui font que ça peut fonctionner pour l'un et pas du tout pour l'autre. La philosophie est là pour se poser des questions. On ne veut pas de réponse, nous. On veut que des questions. Clairement. Quand on voit, moi je prends souvent l'exemple, on prend deux parents qui vont élever deux enfants. Donc ils ont exactement la même éducation, mais vraiment la même éducation, ils ont peut-être 1 ou 2 ans d'écart. Tout pareil. Et on prend ces deux enfants-là à 18 ans, ça peut être deux personnes complètement différentes, alors que pourtant elles ont reçu exactement les mêmes informations au même moment. Et comme ce qu'on disait sur le développement personnel, ce n'est pas parce que l'un va recevoir une information et l'autre va le recevoir que les deux vont avoir la même perception de cette information. Quand ils vont l'utiliser, ils ne vont peut-être pas avoir les mêmes résultats. Et donc ce qui marche par exemple sur toi, ne va peut-être pas forcément marcher sur moi. Et imposer quelque chose, comme tu disais, croyez en vos rêves, ou quelque chose d'extrêmement, je dirais, comment on pourrait dire, d'extrêmement précis et... je pourrais dire, merde, désolé. Non, mais je comprends.
j'arrive pas à trouver le terme. Mais en gros, imposer une vision pour tout le monde, on ne peut pas avoir le même résultat. Déjà, on le voit avec deux frères et sœurs, on a un résultat qui est différent. Comment sur des milliers de personnes, on peut avoir le même résultat? Bien sûr. C'est littéralement pas possible. L'être humain, justement, ce qui fait sa différence avec une chose, c'est sa perception, sa conscience. Et si Bien on sûr. essaye d'interagir avec ça de manière directe, on en fait des clones, mais ça marche pas. Après, c'est ce qu'on fait entre guillemets parce que regarde, il y a une certitude que les humains on a tous dans toute notre vie, mais qu'on fait que fuir Ouais. constamment. Cette certitude-là, c'est qu'on est jeté dans le monde, comme disait Pascal, on est jeté dans le monde, et au final, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est tous condamnés à mort. Oui, clairement. Voilà. Et toute notre vie, on fait une sorte de suite de situations, de prise de conscience, d'actions pour fuir notre finitude. Ok, Pour fuir cet aspect à la mort. Ouais. Regarde, la médecine n'a jamais autant évolué pour prolonger la vie. clairement. Aujourd'hui, on arrive à trouver le moyen en Chine de remettre une forme de conscience dans des robots, Ouais. tu vois, pour refaire vivre le défunt. Les religions vont refaire vivre, par exemple, à travers des cérémonies, Ouais. la mort. Donc, tu vois, la mort, on en parle dans certains pays, comme au Mexique avec el Dia de los Muertos et d'autres. En France, c'est beaucoup plus tabou. On en parle beaucoup moins, mais c'est la seule certitude qu'on a et on passe notre vie à vouloir se divertir. C'est le divertissement pascalien. C'est qu'on n'est pas capable de rester dans une chambre sans Ouais. rien faire. Il faut toujours qu'on trouve du divertissement. Mais le divertissement, c'est aussi ce qui nous permet d'être en rapport avec le monde. C'est pas uniquement une fuite, c'est une fuite de soi aussi. D'accord. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, les êtres humains, on a, comparé aux animaux, la conscience de notre finitude. Ouais. C'est qu'on est conscient qu'on va mourir. Et du coup, ça conditionne notre comportement dans beaucoup de D'accord. choses. Sauf que très paradoxalement, on fait tout pour fuir la mort. On fait tout pour fuir quelque chose qui est inévitable. Ouais. Et on passe notre vie à la fuir. Et donc, on va trouver plein de substituts pour pouvoir mieux accepter à D'accord. travers les cérémonies qu'on peut faire, à travers notre travail, à travers nos relations avec les autres, à travers les hobbies qu'on peut avoir. Mais on en revient toujours au même point. C'est pour ça qu'en Chine, au Japon, ils ont plusieurs steps dans leur vie et ils ont différents types de croyances. Ils vont être, par exemple, pour, j'avais vu ça, c'est vraiment génial, pour le mariage, ils vont être chrétiens. Et puis D'accord. lorsqu'ils se rapprochent de la mort, ils vont être bouddhistes. Parce qu'ils savent très bien que la vie après la mort, chez les bouddhistes, on va revenir. On va revenir. Ouais. Donc Donc c'est plus sympa. C'est plus Plus sympa de d'y croire à croire. ça, ouais. Voilà. Ce qui compte, c'est avec quoi est-ce que je vais être le plus en paix par rapport à cette situation qui est irréversible. D'accord. Avec quoi est-ce que je vais être le plus en paix? Alors, si c'est une croyance spirituelle, tant mieux, très bien. Est-ce que c'est le néant, le vide, le rien? Tant mieux aussi, peu importe. Mais ce qui fait que justement, on a des comportements différents face à l'éducation, Ok. c'est qu'on va protéger des gens de quelque chose qui est inévitable. Alors que moi, je pense qu'il faut confronter les enfants lorsqu'ils ont 7-8 ans Ouais. et qui posent des questions sur pourquoi est-ce qu'on meurt, pourquoi est-ce que les gens D'accord. meurent, tout ça, tout ça. Ben, Montaigne le dit, méditer sur la mort, c'est méditer sur la vie indirectement. D'accord. C'est apprendre à mourir. Philosopher sur la mort, c'est apprendre à mourir. Et D'accord. je pense qu'il faut réussir à faire, alors c'est ma Oui. vision, hein, qu'il faut réussir à plus méditer sur la mort, plus méditer sur Donc notre finitude. l'acceptation de la mort, quand tu dis Ouais, méditer sur la mort. même penser la mort, réfléchir à la mort. Dis-toi que de toute façon, ce qui ne meurt pas ne vit pas. Oui. C'est parce qu'on meurt qu'on a la capacité de vivre. Si on vivait éternellement, ce serait catastrophique. Il n'y aurait plus de valeur, Oui. il n'y aurait plus rien, tout le monde se foutrait de tout, Oui, c'est sûr. personne ne s'inquiéterait de rien. Voilà, ce serait catastrophique entre nous. Et justement, c'est parce qu'on meurt qu'on vit. D'accord. C'est paradoxal. Mais méditer sur la mort, c'est prendre conscience que la vie est justement vaut la peine d'être vécue. Je dirais même vaut la joie d'être vécue. D'accord. Tu vois, c'est même pas une peine, parce qu'en fait, c'est justement parce qu'on va mourir qu'il faut profiter de chaque instant. Ouais. Et si je prolonge et que j'ignore la mort, ben la vie me paraît beaucoup plus fade. Et c'est parce D'accord. que j'en ai conscience qu'elle est beaucoup plus savoureuse. Clairement. D'accord. Ok. Autre sujet, je crois que tu as un podcast Ouais. dans lequel tu avais intitulé en fait apprendre à dire non, et comme quoi c'était de se libérer de dépression, etc. Et justement, quand je préparais cette interview, j'ai regardé ça, et ça m'a fait énormément écho, puisque moi, c'est un de mes gros problèmes, c'est de toujours dire bah oui, on me propose énormément même dans le business, de deals, etc. Oui, ok, pas de problème. Et après, je rentre dans une espèce d'engrenage, et je suis prisonnier justement de mes propres décisions, plutôt que d'apprendre à dire non, de peur de froisser une personne, ce que tu disais. Ce qui est complètement ridicule, parce qu'au final, à la fin, soit on fait le correctement, tant mieux, mais en réalité, nous, on n'a pas forcément gagné. Soit on l'a mal fait, on va encore plus froisser la personne, on aurait dû dire non. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça, justement? Comment apprendre à dire non? Comment se sortir de cette problématique? Alors moi, j'ai un pote à moi qui dit tout le temps oui. Ouais. Pour tout. Ok. Il dit oui pour tout. C'est un yes man. Il dit tout le temps oui. Et du coup, il se crée plein d'opportunités.
Donc, ça ne veut pas dire que c'est mal de dire non. Parce qu'en fait, lui, il vit très bien comme ça. Il dit tout le temps oui à tout. Il dit jamais non. Sauf lorsqu'il peut vraiment pas. Mais il dit jamais non. Et il vit super bien. Il s'est créé plein d'opportunités. Voilà. C'est son rapport aux autres. Donc, un non. Et en réalité, il dit bien plus oui qu'on pourrait l'imaginer. Parce que lorsque je dis non à quelque chose, je dis oui à autre chose. Si je dis non à l'autre parce que je n'ai pas envie de sortir, je dis oui au fait que je veux rester ici. Si je dis non aux valeurs de la société, c'est parce que je dis oui à celles que j'ai envie de créer. D'accord. Donc ça c'est très nietzschéen pour le coup, c'est soit on dit oui à tout et on laisse porter toutes les valeurs de la société, c'est un peu l'étape du chameau dans les métamorphoses de l'esprit, c'est le chameau, puis ensuite le lion il arrive et il rugit et il dit non, parce qu'en fait il dit oui, il dit non parce qu'il dit oui. Pareil, Camus peut très bien dire non à un dieu parce qu'il dit oui à la vie, tu vois, c'est-à-dire je refuse qu'un quelconque dieu puisse exister, parce que j'ai envie d'aimer profondément la vie, parce que je dis oui à la vie, que j'aime profondément la vie. Tu vois. Donc en réalité, je pense qu'il ne faut pas voir le non comme étant un refus, une négation, mais le non plus comme une affirmation. Je n'ai jamais autant dit oui que lorsque je dis non. J'avais jamais entendu ça, et là ça vient de faire énormément écho. Ouais, en fait, ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que... En fait, en refusant quelque chose, tu acceptes automatiquement quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui te correspond peut-être probablement beaucoup plus. Mais exactement. Et je pense que généralement, on va dire... Alors, ça dépend des différents types de situations. Mais si on dit non à quelqu'un parce que on n'a pas envie ou autre, alors des fois, on peut faire des petites concessions parce que on sait que ça peut faire plaisir à l'autre. Il y a un rapport aussi de temps en temps, c'est pas un sacrifice non plus, quoi. Tu vois, on fait un peu plaisir, on dit non parce que voilà. Mais si on sait que ce nom-là nous invite à être esclaves de quelque chose. C'est lorsque mon nom me fait être soit esclave de moi-même, soit esclave d'autre chose, qui fait que je subis en fait la situation, alors que lorsque là j'arrive à dire non à ce moment-là, enfin je disais oui auparavant, c'est lorsque le oui en fait nous fait devenir esclave de quoi que ce soit, que en fait le non intervient pour dire oui à quelque chose qui ne nous fait pas devenir esclave. D'accord. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, mais qui peut nous faire le plus de bien possible. C'est un plaisir un peu hédoniste, mais ça ne l'est pas. C'est plutôt se faire, voilà, c'est être un truc avec lequel on est en accord. Tu vois. Et donc, je pense honnêtement que cette négation d'une chose n'est pas une négation de la vie. C'est ça. Dire non ne veut pas dire non à la vie. C'est parce que je dis non à une métaphysique que je dis oui à la vie. Ça ne veut pas dire parce que je dis oui à une métaphysique que je dis non à la vie. Ça ne veut pas dire ça forcément non plus. Mais ça veut dire que si je dis oui à une métaphysique, c'est que peut-être que c'est mieux ailleurs. D'accord, Par exemple, Sioran disait que le suicide c'est un acte optimiste. Alors là, quand on me dit ça, mais comment le suicide peut être un acte optimiste? En fait, ce qu'il dit, si, parce que la personne a le courage d'arrêter cette vie parce qu'il pense trouver une meilleure après. Donc c'est un acte optimiste, parce que j'arrête quelque chose pour quelque chose de mieux après. C'était Sioran, attention, Sioran c'est tout va mal, c'est la dépression, ça va pas. Donc non, c'est une vision qui est comme ça. Mais n'empêche que ça fait réfléchir, parce que du coup ça voudrait dire que parfois une négation, une affirmation, un refus peut être un acte optimiste en fonction de comment est-ce qu'on le perçoit. D'accord. Et donc dire non ou dire oui à la métaphysique, c'est penser que ce qu'on vit là est peut-être moins bien que ce qu'il y a ailleurs, et que du coup c'est un acte quelque sorte optimiste de la vie ou un exutoire face à la mort, alors que moi par exemple, ma philosophie c'est tout va mal, rassurons-nous quoi. C'est vu que tout ira toujours mal, soyons joyeux. Prendre le meilleur, Voilà, soyons joyeux, quoi, profitons de la vie en quelque sorte. Donc je pense qu'un non est un oui qui n'a pas encore accouché. D'accord, ok, pas mal. Pour une personne, je veux dire, qui ne s'est jamais intéressée à la philosophie, par quoi elle peut commencer? Qu'est-ce qui pourrait l'aider, on va dire, dans sa vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Une personne qui s'intéresse à la philosophie peut déjà commencer par les stoïciens, les épicuriens. Voilà, les stoïciens, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est des enseignements qui sont vraiment assez c'est pas simple, parce que quand on va plonger au fond du stoïcisme, on se rend compte que c'est bien plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Mais c'est une belle porte d'entrée, disons. L'épicurisme est une belle porte d'entrée. Les Grecs, en général, sont des belles portes d'entrée. Platon, Aristote. Aristote un peu plus compliqué, mais voilà, Platon, c'est une belle porte d'entrée, c'est très intéressant si on s'intéresse à la philosophie. Ensuite, aujourd'hui, il y a plein de vulgarisateurs de philo. Moi, j'en fais beaucoup sur mes réseaux, mais il y a d'autres philosophes comme Charles Pépin qui fait ça très bien, qui écrit des super bouquins aussi où il amène vraiment de la philosophie, pas vulgarisée forcément, mais il amène de manière plus accessible. Il y en a d'autres comme Fabrice Midal, Le Noir, qui font des choses très intéressantes et qui justement permettent d'avoir une autre vision de la philosophie. Il y a aussi
des youtubeurs qui font ça très bien. Donc la philosophie, elle est très accessible aujourd'hui. Il faut juste s'y intéresser. Et c'est vrai que quand on a l'expérience à l'école de philo, on se dit ouais, la philo, c'est des concepts un peu compliqués pour dire tout et rien dire. En plus, généralement, on se dit que ça ne sert pas vraiment à grand chose, tout ça. Alors qu'en réalité, la philosophie, c'est ce qu'on fait quotidiennement, quoi. D'accord. C'est pas forcément ce qu'on fait quotidiennement, mais c'est des questions qui nous ramènent à la philosophie. Qui nous ramènent à la philosophie. Voilà, c'est pas parce que je coupe du saucisson que je suis charcutier. Oui. Donc c'est pas parce que je me dis si la vie mérite d'être vécue que je suis philosophe. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. D'accord, ok. Donc tout le monde n'est pas philosophe. Mais par contre, il y a des questions à se poser et je pense que la philosophie peut être d'une grande aide et surtout que plus le temps va passer, plus la philosophie va prendre de l'ampleur. C'est venir ou revenir? Revenir. Ok. Elle était plus présente Ouais, elle a toujours été présente, la philosophie. C'est juste que ça peut être perçu comme des fois très élitiste, donc du coup, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser. D'accord. Mais en réalité, elle revient et elle est très intéressante. Et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de se poser des questions et surtout ont besoin de trouver leur propre réponse. Et c'est ce que la philosophie nous amène, c'est penser par soi-même, cette capacité de pouvoir se poser les bonnes questions, voir les choses de manière différente, d'aller faire travailler son esprit, travailler sa connaissance, et surtout penser contre soi-même, c'est-à-dire être en contradiction avec soi, et accepter d'être en contradiction avec soi, de se dire non, hier j'ai pensé ça, aujourd'hui je pense autre chose, mais d'aller en confrontation avec nos croyances, avec nos pensées, ce qui fait qu'on est dans cette ignorance socratique, qu'on évolue tout le temps en fait. Et est-ce que tu penses que, je dirais, c'est un intérêt général que chaque personne s'intéresse à la philosophie? Quand tu parles de « il faut penser par soi-même », etc., quand on voit, dans le fond, attention, il n'y a aucune critique, une religion, le but c'est qu'on nous impose quelque chose et bon ben voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, et tu n'as pas à penser par toi-même, tu n'as pas à réfléchir par toi-même. Que ce soit même la politique, le système, dans le fond, il est fait comme ça, il est fait pour qu'on te donne un cadre et on t'enlève la possibilité de réfléchir. Le divertissement, tu en parlais tout à l'heure, on fait en sorte à chaque fois de te montrer des choses où on va t'enlever, toi, ta capacité à réfléchir et à poser des questions et à interagir. Qu'est-ce que justement tu dirais par rapport à ça, puisque dans le fond, on est dans une société où en fait, c'est peut-être mon avis personnel, peut-être que je me trompe là-dedans, mais on essaie de faire en sorte de mettre quelque chose devant chaque être humain pour qu'il ne réfléchisse pas par lui-même et simplement qu'il puisse boire ce qu'on lui propose. La religion, bon bah t'es né ici, c'est ça, t'es comme ça, tu nais ça, ok. Cette religion c'est moins bien, cette religion c'est pas bien, regarde ils font des guerres par exemple. Dans le fond, tout est un petit peu comme ça, tu vois, il y a une guerre en Russie, bon bah c'est eux les méchants, c'est nous les gentils. On nous impose ça. À l'inverse, dans l'autre pays, on sait très bien qu'ils vont leur dire exactement l'inverse. C'est eux les méchants, c'est nous les gentils. Donc on est, je trouve, dans une société où on nous enlève la possibilité de réfléchir. Oui, mais en même temps, c'est comme ça qu'on contrôle une société. Ok. Donc pour toi, il y a une espèce tu penses, de volonté de… Pas forcément une volonté de contrôle, même quand même, je pense que la politique, c'est avant tout faire croire plutôt que de faire. D'accord. Je pense que tout n'est pas… je ne suis pas un complotiste. Non, pas du tout. Non, mais je vois très bien. Mais c'est le fait de penser… c'est dur de penser par soi-même. Et je pense que en 100%, être en capacité de pouvoir le faire, à des fois conditionné par la société, que c'est comme ça et que bon, ben… il y a une partie de nous où voilà, il y a un contexte culturel qui fait qu'on ne se pose pas les mêmes questions dans ce pays-là que dans un autre, ou ainsi de suite. Donc ça, il faut être en capacité de l'accepter. Maintenant, on a tous une porte ouverte à la connaissance. Et je pense que c'est une volonté de ne pas vouloir apprendre. Clairement. C'est surtout ça, c'est qu'on n'a pas envie d'apprendre. Et la liberté, Hugo disait, la liberté, c'est la fin de l'ignorance. C'est-à-dire que je suis libre à partir du moment où je m'enlève de mon ignorance. Mais pas l'ignorance dans l'ignorance socratique, c'est l'ignorance dans le fait de rester enfermé dans quelque chose où je ne vais pas acquérir de la connaissance. C'est vraiment l'ignorance dans le premier sens du terme. Pas l'ignorance dans le sens il faut que je me perçoive comme étant ignorant pour continuer à apprendre. Là, c'est vraiment plus la vraie ignorance. Et la liberté, c'est la fin de l'ignorance. C'est la connaissance. C'est la connaissance, la liberté. Donc plus je connais, plus j'apprends, plus je développe. Le savoir est une arme. Mais exactement. Mais le savoir qui n'est pas enfermé dans une certitude. Et c'est ça le problème, c'est que nous on a tendance à ne pas savoir, du coup s'intéresser. Quand on s'y intéresse, Denis Kruger arrive, on a vu pendant le Covid, du jour au lendemain, tout le monde connaissait tout sur le vaccin, et tout le monde était professionnel en vaccin, et tout le monde te disait il faut pas se faire vacciner, et tu disais il faut se faire vacciner. Et puis au final, quand tu te rends compte, quand tu apprends plus, tu te rends compte que tu ne sais rien. C'est un peu quand tu découvres un domaine. Ce domaine-là, plus tu en apprends, plus tu te rends compte. En fait, tu sais rien. Exactement. Et je pense que si tu arrives à trouver ce juste équilibre entre le désir de connaissance
Et savoir que tu ne sais rien, entre guillemets. Savoir que tu ne sais rien, rester dans ce doute, ça permet de pouvoir avoir une forme de liberté dans ta pensée, dans ton expression, dans ta manière de voir les choses, et de rentrer en connexion avec les autres, faire des rencontres, se reconnecter, être un peu plus ensemble. Ouais. La peste de Camus le montre très bien, le docteur Rieu, voilà, c'est un magnifique livre qui te montre à quel point la cohésion humaine peut faire des choses incroyables, tu vois. Et je pense qu'il faut rentrer plutôt dans cet univers-là. Moi, je suis plus en lien avec le monde plutôt qu'en lien en étant uniquement renfermé sur moi-même. Tu vois. Et donc, évidemment que, par exemple, la panoptique de Foucault, des fois, on s'enferme nous-mêmes. C'est-à-dire que la liberté, c'est une porte de prison qui est ouverte, mais qu'on ne fait que voir comme étant fermée. Et je pense que c'est ça, en fait. Et par exemple, la panoptique de Foucault, c'est un concept qui est très intéressant. C'est dans une prison. Imaginons une petite prison qui reprend de Bentham, d'ailleurs, de Bentham, Jérémy Bentham. C'est une prison avec une tour de contrôle au milieu, et dans cette tour de contrôle, les prisonniers n'ont pas accès à ce qui se passe à l'intérieur de cette tour de contrôle, et pourtant, à l'intérieur, il y a quelqu'un qui regarde toutes les caméras qu'il y a dans toutes les cellules. Ok. Et donc, les prisonniers n'ont pas accès à ce qui se passe à l'intérieur, mais par contre, ont toujours la sensation d'être observés. Ok. Parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui les observe. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un qui les observe à l'intérieur. C'est pas forcément dire ça. Oui, tu qui les penses. Ça se trouve, il n'est pas là à l'intérieur. Mais c'est le simple fait de savoir qu'il est possible qu'on m'observe à travers une caméra, parce que moi, je ne peux pas y avoir accès, qui fait que justement, je contrôle mon comportement d'une certaine manière et je peux diriger une forme de société. Si j'apprends, si je me pose des questions pour en arriver au savoir que peut-être qu'il y a quelqu'un, qu'il n'y a personne à l'intérieur, mon comportement change. Tu vois, en fait, c'est juste une question de connaissance. C'est juste une question de savoir, de connaissance. Et pour ça, il faut être curieux. Parce que la religion nous interdit. Il ne faut pas être curieux, il faut être curieux. Il ne faut pas trop douter. Mais attention, parce qu'après, la religion, ce n'est pas uniquement dogmatique, mais c'est aussi il y a aussi une forme d'action. C'est-à-dire que les personnes qui sont religieuses, ils ont une liberté dans leur action. Ils agissent comme ils veulent. Soit elle est en adéquation avec leur Dieu, ce que Dieu leur demande de faire, soit ils ne sont pas en relation avec ça. Tu vois. Donc il y a tout un principe quand même, non seulement qui touche aux croyances, mais aussi à notre liberté de vouloir agir. Certains trouvent leur liberté dans la croyance d'un Dieu supérieur, parce que c'est ce qui leur permet de, eux, être libres profondément. Donc c'est pas forcément un enfermement. Pour nous, ça peut être perçu comme ça, parce que nous, c'est peut-être pas possible pour nous d'être guidés par un Dieu. Mais pour eux, ça peut être vraiment une grande source de liberté. D'accord. Tu vois, une grande source de liberté personnelle. Surtout que tu as différents types de religions. Par exemple, les jansénistes ou Pascal situé à l'intérieur, c'est plutôt la grâce de Dieu. C'est vraiment un ressenti vraiment puissant. Il y a aussi le sentiment de Dieu. Le sentiment de Dieu, nous, on va avoir plutôt un sentiment du réel. Mais au final, c'est un sentiment de Dieu. Si on est croyant, ce sentiment du réel. Donc, il y a une forme de lien entre les deux. Mais je pense et je suis intimement convaincu que la connaissance est source de toute liberté. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, puisque justement tu es très sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi tu as pris cette décision de t'exposer sur les réseaux? Aujourd'hui, comment justement toi tu vas réussir à travailler avec la philosophie? Qu'est-ce que tu vas apporter pour des personnes comme un petit peu tout le monde, justement, quand tu parlais de connaissances? Toi, quel type de connaissances justement tu vas pouvoir nous apporter? Et le but, c'est que les personnes qui nous regardent puissent te suivre et puissent un petit peu se nourrir de ce que tu vas leur proposer. Alors, Saint-Exupéry disait, si tu veux apprendre à construire un bateau, ne montre pas aux gens comment le faire, dans quelle situation ils doivent se mettre, ne leur montre pas non plus exactement comment ils doivent le faire, mais donne-leur le désir de la mer. D'accord. Et moi, ce que je fais, c'est que je donne aux gens le désir de la mer. Sur les réseaux sociaux. Je veux que les gens s'intéressent, en fait, qu'ils aient le désir de s'intéresser. Je ne veux pas forcément leur dire il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tu leur imposes pas. Non. Tu leur montres ce que. Exactement. D'accord. Je leur dis pourquoi moi je ne crois pas, quelle réflexion moi j'ai sur les choses, comment est-ce que je vois telle ou telle situation, quels concepts sont intéressants à aller creuser, quel livre lire. Parce que c'est aussi intéressant de savoir quel livre lire, qu'est-ce que je dois lire comme livre. C'est pas toujours évident de savoir quel auteur choisir en fonction de ce qu'on aime ou autre. Être prêt à ce qu'on peut lire et lire peut-être certains passages, créer le désir. Récemment, je faisais des vidéos, je lisais des passages de l'éthique de Spinoza, par exemple, que j'affectionne profondément. Et quand il nous dit l'amour est une joie, et l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Alors comme ça, tu te dis c'est imbuvable. Qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, c'est que je suis en joie grâce à l'idée que j'ai de la personne. Donc, je suis en joie parce que je célèbre l'existence de la personne. Et donc, tu sais, quand tu l'amènes comme ça, tu te dis ah ouais, en fait, c'est plus intéressant. J'avais pas vu, c'est beau, c'est je vais peut-être aller me plonger dans Spinoza. Peut-être aller me renseigner un peu sur Spinoza. Parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il nous dit. Même le concept de Dieu, tout ça. Et on peut amener Spinoza, qui est un auteur qui est compliqué à lire, de manière
très accessible. Simple, ok, d'accord. De manière très accessible, en disant l'idée de Dieu de Spinoza, qu'est-ce que c'est que l'idée de Dieu chez Spinoza? Pourquoi Einstein croyait au Dieu de Spinoza, par exemple? Pourquoi Einstein c'est qu'il croyait profondément au Dieu de Spinoza? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi? Et en fait, c'est juste d'aller chercher ça, et après laisser juste un espèce de blanc de dire découvrez, allez voir ce qui se cache à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Et puis après, les gens y vont ou ils vont pas. C'est pour ça que moi j'ai écrit dans mon bouquin. Mon bouquin, c'est vraiment amener la philosophie de manière pratique, accessible, comment je peux l'appliquer dans ma vie, comment je peux connaître un peu les concepts pour pouvoir les vivre en fait. Tu vois Et donc, tu dis, ah tiens, Sénèque, il pensait ça sur la colère. Ah tiens, Marc Aurèle, il avait tel principe de vie. Ah tiens, Bergson, il pensait ça sur la mémoire. Tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça dit, ah, je vais aller me livre Marc Aurèle. Moi, j'ai des gens qui viennent en dédicace. Je refuse à chaque fois, et qui me font signer le livre de Marc Aurèle. Ils m'amènent les pensées pour de Marc Aurèle, je peux avoir je leur dis, je peux pas. Je ne peux pas dédicacer un livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, encore plus Marc Aurèle. Enfin, tu vois, je ne veux pas dédicacer le livre de Marc Aurèle. Mais ils se sont intéressés à des auteurs comme Marc Aurèle, à Bergson, voilà, parce qu'en fait, il y a eu ce désir-là de la mère à un moment donné. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit créer chez les enfants et qu'on doit réussir à créer chez nous parce que c'est l'autopratique qui fait que justement, et l'autopratique, c'est que n'est que le désir. Tout n'est que, pour moi, tout n'est que le désir en fait. Alors, tu sais, quand tu fumes, tu as envie d'arrêter de fumer. Tu as le désir d'arrêter de fumer parce que tu sais que c'est pas bon. Tu as le désir de continuer à fumer parce que tu sais que ça te déstresse, tout ça. Ce qui fait que tu en choisis un plus que l'autre, c'est celui qui a le désir le plus grand. C'est parce que j'ai un plus grand désir de décompression que la volonté n'a rien à voir là-dedans. La volonté, c'est un acte qui paraît libre. C'est une volonté de faire quelque chose. Mais en réalité, c'est le désir qui pousse à la volonté. Tu vois, le désir, ça peut être une plante qui pousse. Elle n'a pas la volonté de pousser. Tu vois non, elle n'a pas la volonté de pousser. Comme nous, on n'a pas la volonté de vieillir. Ça, c'est le désir. C'est ce que disait Spinoza, c'est l'existence, c'est ce qui nous met en mouvement dans l'existence. Tu vois Et je pense que quand on va travailler sur ce désir-là, c'est là qu'on peut vraiment créer de très belles choses. Tu parlais de tes ouvrages. Ce que tu proposes aujourd'hui, justement, ce sont quoi? Qu'est-ce que tu peux parler un petit peu de tes livres, justement, pour en faire un petit peu la promotion? En quoi, nous, ça pourrait nous aider, justement, de lire tes livres et tes essais, c'est ça? Exactement. Alors, l'année prochaine, il va y avoir 2 essais qui vont sortir. D'accord. Alors, 2 petits essais. En fait, on a créé une collection avec des tout petits essais d'une 80 pages sur des sujets qui sont très clivants. Ça, c'est vraiment des petits bouquins de comptoir que tu peux lire vraiment en 1h30, 2 heures. Vraiment un truc très accessible pour tout le monde. Un truc sympa qui nous pousse à la réflexion. Ça va être plein de sujets sur le pardon, sur la bienveillance un peu toxique. En fait, c'est des sujets qui vont aller à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vraiment ça le but. Genre, pourquoi est-ce que le pardon ne sert à rien? Allez. Et en fait, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que le pardon ne sert à rien. Mais c'est pourquoi est-ce que le pardon peut ne servir à rien. En quelque sorte, c'est se poser la question. Est-ce que le pardon peut en réalité ne pas servir, tu vois? Et ça, c'est de la philosophie. Ça permet d'aller voir les choses différemment, contre soi-même, tu vois. Là, on est vraiment il faut pardonner, il faut toujours accepter, il faut pardonner, tout ça. Pourquoi est-ce que peut-être que pardonner, ça ne sert à rien? Et j'avais pas pensé à cette question-là. Et du coup, là, on amène les gens dans de la philosophie. Ça, c'est la première partie. Ensuite, moi j'ai mon livre qui est sorti cette année qui s'appelle Guérir l'impossible, qui est accessible partout, qui est vraiment, je l'ai écrit il y a longtemps, c'est vraiment une porte d'ouverture sur la philosophie, la psychologie de manière très accessible pour tout le monde, que tout le monde puisse la vivre. Voilà, c'est une belle porte d'entrée si les gens s'intéressent et ont envie d'en savoir plus sur un rapport au traumatisme, un rapport au sujet, c'est guérir, non pas quelque chose d'impossible, mais la notion d'impossibilité. La notion d'impossibilité, que des fois des choses sont bien plus possibles qu'on pourrait l'imaginer et d'autres qui restent quand même impossibles. En parlant de guérison, je crois que tu as eu un problème à un œil jeune. Est-ce que ça a un rapport avec guérir l'impossible? Totalement. Si tu peux nous faire un petit parallèle par rapport à ça. J'ai perdu un œil à l'âge de 13 ans. J'ai fait une phlébite. J'ai fait une phlébite à mon œil. Il n'y a jamais eu d'explication de pourquoi. On dit que c'est la déshydratation, mais il n'y a pas eu d'explication particulière. J'ai fait une phlébite à mon œil gauche, qui fait que j'ai perdu la vue pendant 1 an. Donc j'étais en réanimation, dans les hôpitaux pendant très longtemps. Et en fait, tu sais quoi, c'est rigolo. Parce que suite à ça, j'ai fait beaucoup de tachycardie. Tu sais, c'est quand tu as les battements de cœur qui montent très très vite. D'un coup, 1 seconde. Et là récemment, je me disais, mais je pense en réalité que ces tachycardies-là, parce que je vais voir mon cardiologue, il me dit, mais ça va, tout va bien, tout est nickel. Et je pense que c'est peut-être un peu un traumatisme, c'est pour ça que je fais de l'analyse en ce moment, je vais voir un psychanalyste parce que j'en ai besoin,
c'est un traumatisme un peu de ça, tu sais, d'être enfermé dans les hôpitaux, d'avoir très jeune. Ça t'a créé Ouais, ça me crée des crises d'angoisse très intenses d'un coup. Un peu des angoisses existentielles qui fait que j'ai le cœur qui monte et je suis là. T'es pas bien, ouais. D'accord. Voilà. Ça, plus le fait que j'ai vu mon père mourir, enfin, mon père n'est pas mort, mais j'ai retrouvé mon père mort à la maison à la suite d'un infarctus qu'il a fait. Il allait à 5 minutes près, il s'en est sorti. Donc ça a été aussi un deuxième événement parce que lui, il a fait un infarctus, c'est un docteur, donc il savait ce qu'il faisait. Et c'est drôle parce qu'il a toujours je me rappelle de cette vision, il avait sa main gauche sur son cœur et il disait je fais un infarctus, je vais mourir. Quoi. En gros, voilà. Et donc nous, moi j'étais tout seul, j'avais 16, 17 ans. Donc du coup, il y a tout ça, il s'allonge comme mort, quoi, tout blanc. Au final, il s'en sort. Et je pense que ça m'a traumatisé, pas traumatisé directement, mais il y a cette image qui reste qui fait que chaque fois que j'ai une palpitation, je me mets dans la position pareil que lui. Tu vois, pareil que lui lorsque je l'ai vu faire ça. Et donc, ça, c'est beaucoup resté. Et ce livre, ça m'a permis de pouvoir aussi revenir dessus, en parler. Je le vis très bien, tu vois, mais il y a des choses qui sont un peu inconscientes, qui sont enfouies. Jung disait ce que tu nies te soumet. Je pense que je le nie depuis un petit bout de temps et qu'il est en train de me soumettre. Donc, je vais le visiter, quoi. Chacun, j'en ai mes névroses, moi aussi. Hein. On en a tous. Tu vois. Ok, super. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais si tu devais… Un dernier conseil aux personnes, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures, je trouve ça hyper intéressant pour ma part. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous mettrai le lien aussi vers ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à l'ajouter. Si vous avez des questions à lui poser, posez-les en commentaire. On va devoir s'arrêter, mais on pourrait passer la journée, je trouve ça hyper intéressant. Allez, mot de la fin, qu'est-ce que tu… Mot de la fin, je dirais cultiver la joie parce que tout va mal, quoi. Hein. C'est vraiment le thème de mon prochain livre. Alors, je suis vraiment là-dessus. Quand tu dis tout va mal, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir. On en revient à ça. D'accord. Okay. C'est une philosophie tragique en tant que donnée. C'est-à-dire que la on a un point A, on a un point B, c'est sûr certain. On est jeté dans le monde, on va au final mourir. Tant qu'à faire, soyons joyeux. Autant profiter. Voilà, soyons joyeux, passons des bons moments, rigolons et profitons de la vie, mais ne nous faisons pas d'image. Camus disait, parce que l'amour est démesuré, la révolte est la mesure. Et la révolte, c'est justement la révolte contre l'absurde. L'absurdité, c'est l'amour. C'est justement cet amour d'aimer tout ce qu'il y a, d'aimer tellement la vie à tel point que même si on va en mourir, il vaut mieux en être joyeux. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment super sympa, j'ai adoré. J'ai beaucoup de plaisir. Et cool. Encore une fois, on pourrait rester toute la journée. Non, vraiment top, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, voilà, n'hésitez pas encore une fois, je vous mets ses réseaux sociaux, donc ajoutez-le. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Et tu as ton livre qui sort Septembre l'année prochaine. Septembre l'année prochaine. Et voilà. On se retrouvera pour l'année prochaine. Et parfait, en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Ça merci.